En octobre 1986, une société de vente de bétail aux enchères téléphona au bureau du shérif de Livingston County. Un homme du nom de Dennis Murphy avait émis un chèque sans provision de $6 000 pour acheter des bêtes. Il avait réglé la note, fait monter le bétail dans un camion et était parti. Murphy n'était pas de la région, mais il travaillait avec un fermier du coin du nom de Ray Copeland. Ray était présent lors de la vente. Il n'avait pas acheté lui-même de bétail, mais avait prêté son camion à Murphy pour emporter le sien. Le shérif Gary Calvert se rendit chez Copeland pour en savoir plus au sujet de Murphy. Il a admis connaître Dennis Murphy. Ce dernier avait loué son pré pour y faire paître ses vaches. Il a aussi déclaré qu'il avait lui-même vendu des vaches à Dennis et que ce dernier lui avait remis un chèque sans provision, à lui aussi. L'histoire aurait pu en rester là. Mais un mois plus tard, Calvert reçut un autre coup de téléphone au sujet d'un second travailleur de ferme ayant payé du bétail avec un chèque sans provision. L'homme en question avait revendu les vaches, pris l'argent, puis il avait disparu. Une fois encore, Ray Copeland était présent lors de la vente et le bétail était parti dans son camion. Pendant l'interrogatoire, Copeland déclara qu'il s'était fait rouler à nouveau. C'était peut-être vrai, mais Calvert avait de bonnes raisons d'être sceptique. Ray Copeland avait été arrêté à maintes reprises pour avoir passé lui-même des chèques sans provision. Toutefois, le détective ne disposait d'aucune preuve de son implication dans cette affaire-ci. Les deux hommes qui avaient émis les chèques sans provision avaient déjà un dossier judiciaire pour avoir commis des délits mineurs et avaient été emprisonnés. Sans doute seraient-ils arrêtés bientôt pour d'autres délits. Ce n'était qu'une question de temps. Calvert n'avait qu'à attendre. 2 années s'écoulèrent, puis en octobre 1988, le détective apprit que 3 autres travailleurs de ferme avaient émis des chèques sans provision lors de l'achat de bétail. Il était relativement rare de rencontrer ce type de fraude, et pourtant cela faisait maintenant 5 fois que cela arrivait en 24 mois. Peut-être y avait-il un lien dans tout cela. Certaines rumeurs circulaient à l'effet que Copeland engageait des travailleurs de ferme pour l'aider lors de la vente de bétail, soi-disant parce qu'il était devenu dur d'oreille. On disait que Copeland leur promettait la somme de $50 par jour pour habiter à sa ferme, à condition qu'il ne dise à personne qu'il vivait chez lui. Malheureusement, même si ces rumeurs étaient fondées, elles ne signifiaient pas grand-chose. Une année encore s'écoula avant que la police n'obtienne de nouvelles informations. Le 20 août 1989, un homme téléphona à un organisme destiné à la prévention du crime au Nebraska pour leur dire de se méfier de Ray et Faye Copeland de Mooresville, au Missouri. L'homme au bout du fil déclara qu'il avait travaillé pour les Copeland. Ray lui avait demandé d'acheter du bétail en payant avec un chèque sans provision, puis l'avait menacé de le tuer. Selon lui, il n'était pas le premier à qui Ray faisait de telles menaces. Il était convaincu que Copeland était un meurtrier. 2 semaines plus tard, le 6 septembre 1989, l'homme qui avait fait l'appel anonyme fut arrêté près de Salem, en Oregon, pour avoir dormi au bord d'une autoroute. Il s'appelait Jack McCormick. Lors d'une vérification d'usage, la police découvrit qu'il avait émis des chèques sans provision dans le Missouri. Il fut renvoyé au Missouri, où il admit à la police être celui qui avait fait l'appel anonyme. Selon McCormick, Copeland l'avait rencontré dans un refuge pour sans-abri et l'avait embauché pour travailler à sa ferme. Après avoir emménagé chez Copeland, ce dernier lui avait ouvert un compte bancaire personnel afin qu'il puisse acheter du bétail à sa place. L'affaire semblait honnête, mais McCormick avait commencé à avoir des soupçons lorsqu'il avait découvert un placard rempli de vêtements ayant appartenu à d'autres hommes du refuge. Le nom de certains d'entre eux était cousu à l'intérieur, ce qui était d'usage courant chez les itinérants. Pendant les 15 jours de son séjour à la ferme, McCormick fit l'acquisition de plusieurs bêtes pour le compte de Ray et Faye Copeland. Faye tenait les livres, mais bientôt le compte de McCormick se retrouva à découvert et le shérif de Sullivan County émit un mandat d'arrestation contre lui. Quelques jours plus tard, soit le 10 août 1989, Copeland avait essayé de le tuer avec une carabine de calibre 22, mais pour une raison que McCormick ignorait, il avait changé d'avis et le travailleur s'était empressé de quitter le comté. L'histoire paraissait extravagante, mais le shérif devait tout de même en tenir compte. McCormick avait même déclaré avoir découvert un crâne humain et un fémur à la ferme de son employeur. Il nous a dit que Copeland tuait ses employés. Il fallait absolument y voir de plus près. Compte tenu des déclarations de McCormick et du fait que 2 des voleurs de bétail avaient été vus en compagnie de Copeland, le shérif put procéder à l'arrestation du couple et l'inculper de fraude. On émit un mandat de perquisition de la ferme pour déterminer si Ray et Faye avaient commis d'autres crimes.
le travailleur de ferme Jack McCormick avait accusé Ray et Faye Copeland de meurtre. Il soutenait que les cadavres étaient enterrés à la ferme. Le 9 octobre 1989, le couple fut mis en détention provisoire. Une fois les suspects derrière les barreaux de la prison du comté, des agents furent envoyés pour fouiller leur ferme. Certaines de leurs découvertes corroboraient les déclarations de Jack McCormick. D'abord, il y avait bien un placard rempli de vêtements d'hommes. Faye les découpait en morceaux pour en faire une courte pointe. Comme McCormick l'avait déclaré, certains des vêtements portaient le nom d'hommes disparus. Les agents découvrirent également une liste de noms cachés dans un étui d'appareil photo. Le nom des hommes qui avaient émis les faux chèques se trouvait sur la liste. Une croix avait été inscrite à côté du nom de ceux qui avaient disparu. Si McCormick avait dit la vérité et que les Copeland étaient bien les meurtriers, la police devait trouver les cadavres. Malheureusement, après une semaine de fouilles, les agents n'en avaient découvert aucune trace. Pendant ce temps, les chaînes de télévision locales commencèrent à faire état de l'enquête. Keith Albright, le propriétaire d'un ranch, regarda un reportage à ce sujet et appela le shérif. Albright avait loué une ferme à 10 km de celle de Copeland. Ce dernier avait déjà fait quelques travaux pour son compte. Albright déclara qu'il avait découvert des ossements dans un de ses champs. Au moment de sa découverte, il s'était dit que ce devait être des os d'animaux, mais maintenant il n'en était plus aussi sûr. La police n'avait pas découvert de corps à la ferme de Copeland. Peut-être que les présomptions de Albright étaient fondées. Si Copeland était coupable, il n'aurait pas été assez stupide pour cacher les cadavres sur sa propre terre. Les agents se rendirent à la ferme de Albright. Dans la grange, ils remarquèrent que le sol de terre battue semblait avoir été travaillé. Ils commencèrent à creuser. À la fin de la journée, les agents avaient découvert 3 cadavres. Au moment de la découverte des corps, Copeland, sans doute pour minimiser sa culpabilité, fit des déclarations insensées. Il déclara qu'il avait entendu des étrangers dire qu'ils avaient jeté un corps dans le puits d'un voisin. Bien entendu, la police y découvrit le corps d'un des travailleurs engagés par Copeland. Mais ces déclarations eurent des répercussions néfastes pour ce dernier, car la découverte l'impliquait encore davantage. Les recherches à la ferme s'intensifièrent. Une 5e victime fut découverte sous 2000 bottes de foin. Quelques semaines plus tard, les victimes avaient toutes été formellement identifiées grâce à leur dossier dentaire. Parmi elles se trouvait Dennis Murphy, dont le corps avait été retrouvé dans le puits du voisin de Copeland. L'enquête se déroulait bien, mais il fallait absolument trouver des preuves formelles de la culpabilité de Copeland. Le détective Calvert trouva une carabine de calibre 22 dans la maison des suspects et l'envoya au laboratoire judiciaire du Missouri avec les projectiles prélevés dans le corps des victimes. L'arme fut soumise à des tirs d'essai. Cette opération permettrait ensuite d'analyser les marques caractéristiques laissées sur les balles au moment de leur sortie du canon. Les spécialistes en balistique comparèrent les marques au microscope. D'un côté, ils avaient placé un projectile provenant du tir d'essai et de l'autre se trouvait un projectile recueilli dans le corps des victimes. Les marques étaient absolument identiques. Pour l'expert en balistique et en armes à feu Todd Garrison, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Après avoir comparé les balles, nous avons pu conclure qu'elles avaient toutes été tirées avec le Marlin trouvé chez les Copeland. Les 5 victimes avaient toutes été tuées avec la même arme à feu. Mais la police ignorait toujours quel rôle avait joué Faye Copeland dans cette histoire. La liste découverte dans leur maison était très éloquente. Ray était illettré et incapable d'écrire tous ces noms. Calvert envoya la liste au service de graphologie de la police d'État du Missouri afin d'en déterminer l'auteur. Bien que l'écriture d'une personne varie d'une fois à l'autre, certaines caractéristiques se répètent. L'expert en graphologie Don Locke compara la liste à un échantillon de l'écriture de Faye. Il remarqua plusieurs caractéristiques distinctes, comme par exemple la lettre B, qui était toujours en majuscule, même au milieu d'un mot. Locke en conclut que ce détail, parmi d'autres, était particulier à l'écriture de Faye. Et qu'en était-il des croix à côté des noms? Était-il possible que Faye ait simplement rédigé la liste et que Ray ait inscrit les croix à côté du nom des hommes qu'il avait tués? Il serait difficile de le déterminer. Pouvait-on, en examinant les croix, identifier formellement qui les avait faites? Non. Mais elles étaient là et concordaient avec l'écriture que nous avions identifiée formellement. Locke compara l'encre utilisée pour écrire les noms à celle des croix. Il s'agissait de la même. Faye Copeland avait sans doute écrit les noms puis marqué les croix à mesure que son mari les tuait, un par un. Il y avait maintenant assez de preuves pour faire accuser le couple de 5 meurtres au premier degré.
Fay fut condamné à mort le 12 novembre 1990 et Ray le 22 mai 1991. Pendant 2 ans, ils ont été le seul couple condamné à la peine capitale pour un même crime. Ray Copeland fit faux bond à son bourreau en décédant en octobre 1993 au centre correctionnel Pitosi. En 1999, sa femme obtint que sa sentence soit réduite à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ni l'un ni l'autre ne passa jamais aux aveux, mais le shérif Calvert parvint tout de même à reconstituer les événements. Ray avait eu l'idée un jour d'engager des travailleurs de ferme afin que ces derniers émettent des chèques sans provision à sa place. Quand il n'avait plus besoin d'eux ou quand ils avaient émis trop de faux chèques, il les tuait. Fay, quant à elle, tenait les comptes. Combien valaient toutes ces vies humaines? La police estime que les Copeland ont touché au total 30 000 $, soit 6 000 $ par victime. Ils étaient convaincus que personne ne remarquerait la disparition de quelques vagabonds. Ils se trompaient. On dit souvent que 2 têtes valent mieux qu'une, mais lorsque 2 personnes commettent un meurtre, elles laissent 2 fois plus d'indices derrière elles et ont par conséquent 2 fois plus de chances d'être inculpées.